Eh bien, bonjour à toutes et à tous, enfin bref, à tout le monde. Au nom du Corévi Arcalpin, bienvenue à à ce moment, à cette visio où nous allons parler d'allaitement et VIH, en fait, hein, l'allaitement, ça reste un sujet sensible, on le sait, passionné parfois dans les débats qu'il peut occasionner. Et donc, on a souhaité aujourd'hui s'arrêter sur la situation de l'allaitement et du VIH. On sait qu'il y a à peu près 1500 femmes qui vivent avec le VIH, qui donnent naissance chaque année. On sait qu'en France, comme dans la plupart des pays du Nord, l'allaitement maternel reste non recommandé pour les femmes séropositives, même si certains pays commencent à adopter une position plus souple. On sait qu'à l'étranger, notamment avec comment dire, il y a des recommandations qui soutiennent la prise de décision partagée en ce qui concerne l'allaitement du nourrisson par les femmes vivant avec le VIH. On en parlera sans doute un peu plus tard, puisque une tribune en 2023, le comité des familles avait activement participé d'ailleurs, avait appelé à l'évolution des recommandations françaises qu'on attend toujours. Ça fait 2 ans, je crois maintenant qu'elles sont en attente de validation par la Haute Autorité de Santé. On en reparlera. Mais voilà, donc du coup, une situation qui nécessite aujourd'hui de faire évoluer, hein, ça c'est clair, et pour laquelle on va faire un point sur l'arc alpin. Et c'est Sarah Burger qui va nous faire ce point sur l'aspect un peu quantitatif et également les questionnements autour de ce sujet. Sarah, donc, qui est infirmière au centre hospitalier Métropole Savoie et Tech du Corévi Arcalpin. Ensuite, on a la chance d'avoir la participation de Thaïs Fouquet, qui est membre du comité des familles, justement, et qui nous parlera du point de vue des femmes allaitantes, quelles sont leurs demandes, leurs retours. Après ces 2 interventions, on prendra un premier temps de discussion. Et puis, on continuera ensuite par l'intervention Émilie Pied, qui est médecin infectiologue au centre hospitalier d'Annecy-Genevois, sur plus l'aspect, donc là, on ira voir du côté de la littérature, que dit la littérature en la matière. Et puis, il est vrai que la Suisse a fait évoluer ses recommandations en la matière depuis un petit moment maintenant, hein, puisqu'apparemment, il me semble que c'est fin 2018. C'est le docteur Pierre-Alex Crésinel, qui est infectiologue pédiatre au centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne, qui nous parlera du suivi de femmes allaitantes et de leurs enfants selon les recommandations suisses. Donc là aussi, ça sera un retour sur expérience. Donc ça va être un moment assez riche et assez diversifié dans les apports. Et il y aura donc un second temps de discussion et les conclusions. Donc on est ensemble pour 2 heures, enfin à peu près. On va essayer de tenir le temps. Émilie, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Bah non, je pense que la présentation est bien complète. On peut partir dans le vif du sujet. Et alors, on va y aller. Alors, Sarah, si tu veux bien. Oui, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend Oui, bien. Si bon. tu veux bien commencer. Je vais faire, comme l'a dit Émilie, le maître du temps. Donc, tu as 15 minutes. Oui, mais ça va bien. Ouais. Et tout va bien. No stress, on est entre nous. Donc bonsoir, je vais vous parler donc de l'allaitement maternel des femmes vivant avec le VIH sur le centre hospitalier de Chambéry. Alors ça ne marche pas. Ah voilà, c'est bon, le diaporama passe, oui. Au niveau de la présentation, du coup, je suis infirmière en hôpital de jour. Non? On n'a pas la présentation, Sarah. Ah! Le partage, c'est pas fait. Alors, comment je fais? Activer le partage, peut-être que c'est bon là? La fenêtre du diaporama et pas la fenêtre de PowerPoint.
Alors, le problème, c'est que j'ai... Je ne peux pas faire mieux parce que j'ai 2 écrans et en fait, il apparaît ainsi. Toujours pas? Non. Et on voit quand même. Non, mais on voit bien hein, quand même. Bien, Bon, bon. Ouais. Ok, bah je commence alors. Donc, du coup, je suis infirmière en hôpital de jour depuis 2004. Je suis les personnes vivant avec le VIH lors de consultations de soutien, soit seule, soit en équipe pluridisciplinaire, avec un programme d'éducation thérapeutique qui est agréé depuis 2011 à Chambéry. Je vais vous parler de l'allaitement maternel avec le témoignage de 2 femmes vivant avec le VIH et qui ont allaité leurs enfants sur l'hôpital. Je vous ferai un retour aussi sur les interrogations des femmes que je vois en consultation d'éducation thérapeutique au cours de leur grossesse. Je vous ai mis quelques chiffres. Actuellement, les recommandations du groupe d'experts déconseillent l'allaitement chez la femme vivant avec le VIH en France. Par curiosité, j'ai comparé les chiffres de la file active de l'arc alpin, donc c'est les chiffres de 2020-2021 pour nous, et celles de la population générale. Celle de la population générale, j'ai retrouvé que des chiffres de 2017, donc les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes années, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Au niveau de l'arc alpin, on a une file active de 3138 personnes vivant avec le VIH. 1016 sont des femmes. Et j'ai pris les femmes en âge de procréer, donc elles sont 312. Et on a eu 38 accouchements en 2021, soit 12% de notre population concernée. Les accouchements en France au niveau de la population générale, donc il y a 750 000 femmes en âge de procréer. Ça fait 6% de la population. Sur ces 6%, le taux d'allaitement est de 66%. Si on reporte ce pourcentage au niveau de notre file active, il y a 2 fois plus de femmes vivant avec le VIH qui ont accouché par rapport à la population générale, puisqu'elles sont 12%. Et le taux d'allaitement, évidemment, est pratiquement nul. Ces chiffres montrent bien que la problématique concerne un pourcentage de femmes plus important chez les femmes vivant avec le VIH, puisque la population, finalement, est plus importante. Pourtant, il reste beaucoup à faire pour mieux les accompagner au niveau de l'allaitement. Donc, je vais vous parler de Madame A, qui a 34 ans, qui a eu 5 grossesses, 4 accouchements. Elle a fait le choix de l'allaitement. Pour elle, c'était une évidence qu'elle allaiterait. Elle fait le lien avec la procréation naturelle, avec l'indétectabilité et la non-transmission. À sa première grossesse, elle s'était renseignée auprès d'un infectiologue suisse en 2013. Elle avait échangé avec lui plusieurs fois et sa décision a été prise d'allaiter et de ne pas prendre de prophylaxie pour les premières semaines de vie de son bébé. Elle aurait aimé avoir comme conseil les mêmes conseils que n'importe quelle femme qui souhaite allaiter, à savoir la bonne position au moment de l'allaitement ou comment éviter les crevasses. Enfin, les questions, en fait, finalement, que toute femme peut se poser. Et à son premier accouchement, elle s'est sentie jugée par l'équipe. Elle a ressenti que le personnel évitait de rentrer dans sa chambre, qu'on lui tournait le dos. Elle a eu un vécu traumatisant et violent, a-t-elle dit. Par contre, elle a ressenti une grande évolution à son dernier accouchement avec une équipe plus à l'aise suite à l'intervention de l'infectiologue qui la suivait, qui a rencontré l'équipe de la maternité. Et l'équipe, du coup, était plus détendue et non jugeante. Ce qui l'a le plus déstabilisé, finalement, c'est les avis divergents, parfois culpabilisants, et qu'il n'y avait pas de conduite à tenir et de discours commun.
Pour le deuxième témoignage, donc c'est Madame B, elle a 42 ans, elle a eu 2 grossesses, 2 accouchements. Son premier était en 2018 et son deuxième en 2021. Lors de sa première grossesse, elle a pris contact avec des sages-femmes de l'hôpital universitaire de Genève qui l'ont bien encouragée et lui ont déconseillé l'allaitement mixte. Elle a pris aussi contact avec le comité des familles et elle a pu contacter cette association tout au long de son allaitement. Le discours depuis 2018 a évolué. En 2018, le conseil était l'arrêt brutal de son allaitement au 6e mois lors de la diversification qu'elle a vécue comme extrêmement culpabilisant et traumatisante pour elle et pour son enfant. En 2021, elle s'est sentie seule malgré le discours du médecin infectiologue. Elle a contacté le médecin de l'allaitement qui n'avait pas le même discours. La pédiatre qui l'a suivie, du coup, a pu lui être de meilleurs conseils et elle s'est sentie beaucoup plus détendue avec le pédiatre qui a suivi son deuxième enfant. Elle a choisi l'allaitement pour… en fait, elle décrit que le fait de déconseiller l'allaitement augmente le désir d'allaiter. Elle a eu du mal à voir ses enfants et du coup, elle parle d'essayer de faire vraiment les choses très, très bien pour ses enfants. Elle parle aussi de sa catégorie socio-professionnelle qui était plutôt élevée et qu'elle était entourée de femmes qui ont allaité leurs enfants. Et elle avait besoin de se ressentir comme les autres. La décision avec son conjoint a été très difficile à prendre. Elle m'a dit qu'elle l'avait passée au forceps et que pour son premier enfant, elle avait été soutenue par l'équipe kangourou de l'équipe de Chambéry, de la maternité. Et elle a eu une montée de lait qui était tardive, son enfant perdait du poids. Elle ne voulait pas de l'allaitement artificiel parce qu'elle avait des craintes au niveau de lésions qui pouvaient se mettre au niveau du tube digestif. Du coup, l'équipe de l'équipe kangourou a fait la démarche de demander au lactarium du lait maternel dont son enfant a pu bénéficier pendant 15 jours. Elle aurait souhaité avoir comme conseil une information qui lui permette de faire son choix. Elle souhaiterait pouvoir consulter, si cela existe, des études scientifiques sur l'allaitement, sur le début de l'allaitement, sur les problèmes de crevasse qui ont engendré beaucoup de stress pour elle-même et pour l'équipe qui la suivait. Elle voudrait des conseils aussi sur la durée de l'allaitement, sur les lésions provoquées par une diversification alimentaire. C'est une femme qui a énormément fait de recherches et qui s'est beaucoup renseignée. Pour son deuxième enfant, elle se sent plus détendue, elle s'est sentie plus détendue, elle se posait toujours la question de savoir si elle n'était pas dans l'erreur. Et les points sur lesquels elle a besoin d'être rassurée, c'est que faire lors d'une mastite. Et elle s'inquiétait aussi beaucoup si elle avait un rhume ou une infection ORL, est-ce qu'il y avait une baisse d'immunité pour elle avec une répercussion sur la santé de ses enfants. Du coup, sur les interrogations des mères, donc c'est la prochaine slide, voilà. Comment parler du désir d'allaiter à son infectiologue, puis ensuite à son gynécologue ou à sa sage-femme. Il y a aussi une description de ces femmes qui sont obligées aussi de redire leur histoire et c'est compliqué pour elles s'il n'y a pas de lien qui est fait entre les différents professionnels. La culpabilité de ne pas être une bonne mère, il y a des affiches dans les salles d'attente, dans les carnets de suivi de grossesse ou dans les carnets de santé qui incitent à l'allaitement maternel avec des phrases comme votre lait est l'aliment le mieux adapté aux besoins de votre enfant. Du coup, ça les culpabilise. Il y a un poids culturel. Certaines femmes rapportent un discours du genre « tu n'allaites pas ton enfant, tu es séropositif ». Dans le cas de femmes en situation de migration ou ayant allaité leurs premiers enfants dans leur pays d'origine et qui acceptent l'allaitement, quand elles arrivent en France avec des recommandations différentes, c'est compliqué pour elles aussi. Il y a aussi un courant actuel de la recherche d'un mode de vie plus sain et qui va à l'encontre d'un allaitement artificiel.
Et il y a aussi le risque de transmission est questionné lorsque l'on évoque des contre-indications de l'allaitement. Le souhait d'un accompagnement avec conseil sur l'allaitement comme tout le monde est d'être rassuré. Ensuite, mes questionnements, plus particulièrement, donc c'est la slide suivante. Au vu des recommandations actuelles contre la contre-indication de l'allaitement, ça pose des inconvénients majeurs dans l'accompagnement de ces femmes. Il y a un risque d'allaitement caché, non discuté, non dit, ou d'un allaitement mixte avec allaitement maternel en société ou avec la famille et un allaitement artificiel lors du retour à la maison ou lorsque l'on est seul. Il y a une crainte de la stigmatisation, une vigilance est à apporter aux femmes qui pourraient allaiter pour des raisons économiques aussi. Ça arrive de plus en plus, je trouve. Il y a une perte de suivi postpartum aussi, avec une crainte de devoir se justifier ou de justifier son choix auprès des soignants. Et du coup, les femmes préfèrent ne pas revenir en consultation. Ce non-accompagnement peut poser la question de l'augmentation du risque de transmission du virus, de ne pas avoir la bonne conduite à tenir lorsqu'il y a une difficulté. Au niveau de l'accompagnement, il faudrait permettre d'en parler sans jugement avec les équipes qui les suivent, avec les médecins, infectiologues, gynécos, sages-femmes, pédiatres. Lever le tabou pour certaines équipes soignantes. Après, la question, c'est aussi quel suivi lors du choix de l'allaitement, les rythmes des prises de sang, que ce soit pour l'enfant, pour la mère, quelle prophylaxie? Est-ce que l'enfant prend une prophylaxie? Est-ce qu'il faut qu'elle soit plus longue? La question peut se poser aussi sur les molécules. Est-ce que les molécules certaines molécules sont moins toxiques, certains antirétroviraux, ou certains antirétroviraux, est-ce qu'ils passent moins dans le lait? Pour la diversification, comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'un arrêt brutal de l'allaitement est plus judicieux ou un allaitement mixte n'est pas trop dangereux? Voilà, il y a des études en cours existantes. Est-ce qu'il y a des études en cours existantes? Si oui, lesquelles, sur lesquelles on peut s'appuyer pour aider ces femmes? Et au vu des recommandations, du coup, elles ne savent plus très bien comment faire. Sur le CHMS, puisqu'on avait déjà fait cette intervention avec Émilie et Monsieur Crisinel, suite à cette intervention, on avait à Chambéry, on a pu rencontrer les pédiatres et le réseau de périnatalité des Deux-Savoie pour que nous puissions, nous connaître, faire du lien et accompagner au mieux les femmes qui souhaitent allaiter. Voilà. Donc, je remercie les femmes qui m'ont permis de transmettre leur témoignage et qui m'accordent leur confiance. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. C'était très clair et ça, dans notre vision, en tout cas, c'est un premier éclairage. On va passer, alors je vais arrêter le partage du coup. On va passer à l'intervention suivante. Voilà. Donc l'intervention suivante, c'est Thaïs Fouquet qui est membre du comité des familles qui va nous parler donc des demandes et des retours des femmes allaitantes. Merci. Eh ben, merci Sarah. En fait, je me retrouve beaucoup dans ce qui a été dit par Sarah juste avant. Je vais quand même essayer de partager un truc, même si c'est pas. Ce que je vais vous partager a déjà beaucoup été évoqué. Alors, est-ce qu'il se passe un truc ou pas chez vous? Non. Non. Pas encore. Alors, comment on fait? Tac. Il faut choisir une fenêtre, c'est ça? Comment ça se passe? Oui. Alors, ça y est, moi, je vous ai perdu. Oui, Oh. en fait, quand tu partages le contenu, c'est effectivement un choix entre écran, fenêtre ou onglet. Alors, je vous ai perdu. Je suis allée sur un autre fenêtre. Je vous ai perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. C'est trop sympa, Thaïs, d'avoir des difficultés aussi. Mais moi,
Du coup, ça serait pas drôle. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, je ne trouve plus du tout. Ça y est, je me déplace. Alors, où êtes-vous? J'ai une petite roulette qui tourne comme ça. Je vais me retrouver. Sinon, je me reconnecte. Je vais faire ça. On te voit toujours. Ah, mais on t'entend plus. Sans les... Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah j'arrive. Truc. Vous m'entendez quand même, non? Oui. Vous entendez? Je ne vous vois plus, je ne sais plus où est la fenêtre, j'ai tout perdu. Je crois que j'ai trop de trucs ouverts là, mon ordinateur. Bon, bref. Donc, les aléas de la technique. Je suis membre au comité des familles. Je suis même, on va dire, bénéficiaire du comité des familles. Je vais vous faire une brève présentation du comité. Donc, il y a 3 pôles au comité. J'aimerais quand même vous retrouver, c'est embêtant. Il y a un pôle média avec une radio, une émission de radio et un site internet. Si je m'énerve plus trop, je vais y arriver. Il y a un pôle prévention. Voilà. J'ai dans le vague, mais c'est que je regarde si je vous retrouve. En tout cas, on est là. Vous avez disparu, c'est pas possible. Et vous voyez uniquement vous? Mais non, mais je ne vois même plus la fenêtre où il y a Teams. Là où Vous savez quoi? Je vous rejoins dans une seconde. Je quitte tout et je reviens. Ok. Désolée pour ce petit contretemps, mais là, je ne vous vois plus du tout. C'est désagréable, oui. Si on ne se voit pas, ce n'est pas très, très agréable. Je reviens tout de suite. Ok. Donc, est-ce qu'en attendant, il y a une question éventuellement à poser ou une remarque suite à l'intervention de Sarah? Non, pas forcément. On Je voit veux quand bien en même qu'il y a une profiter. évolution. Ah, c'est toi, Émilie, qui a parlé. Ouais. D'accord. Oui, parce que pour enrichir, même s'il y aura d'autres expériences, mais c'est vrai que comme voilà, ça nous questionne depuis un moment. Et bien là, on vient de passer le pas. Donc, on a deux femmes qui ont accouché fin février, l'une sur Annecy, l'autre sur Saint-Julien, et qui ont décidé d'allaiter. On voit comment c'est compliqué. Alors, c'est sûr que c'est justement hors recommandation, donc forcément, ça questionne aussi, mais on a dit on va essayer de mettre tout le monde dans la boucle. Donc, on en a parlé aux pédiatres, infectiopédiatres, on a parlé avec les sages-femmes, les gynécologues, et c'est vrai que ça emmenait beaucoup de questions pour lesquelles il n'y avait pas forcément encore de réponse sur justement le traitement de l'enfant. Donc, Pierre-Alex nous dira ce qui est fait en Suisse, mais du coup, en France, c'est pas la même chose. Et par exemple, il a été décidé de traiter les enfants pendant toute la durée de l'allaitement. En prophylaxie. Et puis on voit que la concertation est un peu, pour l'instant, c'est un peu compliqué, parce que par exemple, pour l'une des patientes, en fait, il y a eu un staff gynécologique, mais auquel ni l'infectiologue ni le pédiatre n'a été convié pour participer à la discussion. Donc, et la conclusion de ce staff en gynéco a été pas d'allaitement. Donc, ce qui allait contre le début de décision de la patiente. Donc, ça montre que c'est pas simple en pratique. En tout cas, en l'état actuel des choses, en attendant des recommandations qui cadrent peut-être un peu mieux ça. Thaïs n'est toujours pas revenue.
Je serais presque tentée, Émilie, puisque quelqu'un a demandé la parole. Hélène Oui, Pollard. alors, Voilà. je voulais, alors très rapidement, parce que je pense qu'on a 2 heures de discussion, donc le sujet va être bien abordé, c'est que Hélène Pollard, je suis donc administratrice de l'association Sans Nancy, et à ce titre, j'ai été avec 2 autres représentantes associatives, c'est-à-dire Eva du comité des familles et Aminata d'Icambéré. Nous étions toutes les 3 faisant partie du groupe des représentantes associatives dans le groupe d'experts dont on a parlé tout à l'heure, mené par Mandelbrot, et sur la grossesse et allaitement, et dont les résultats vont être donnés de façon absolument imminente parce que la HAS nous a rendu les dernières directives, etc. Il y a quelques petites corrections à faire, mais vraiment pas grand-chose. Et moi, si je veux très, très rapidement vous dire, ce qu'il va y avoir dans ce chapitre, c'est que maintenant, il est sûr que l'allaitement n'est absolument plus tabou. C'est un sujet qu'il faut aborder, et il faut aborder le sujet de l'allaitement très tôt avec les femmes séropositives, dès qu'il y a un désir de grossesse, par exemple, ou dès qu'il y a une première consultation de femmes, la première consultation de grossesse. Donc c'est plus tabou, il faut en parler. L'allaitement n'est plus déconseillé, mais l'allaitement sera comment dirais-je, possible, mais avec des conditions finalement qui seront très strictes, hein, qui sont charges virales indétectables depuis plus de 6 mois, observance, enfin, vous avez tout ce que vous savez, etc. On dira que la durée de l'allaitement ne devrait pas dépasser 6 mois. L'allaitement mixte sera déconseillé. Il y a des conditions qui sont données au moment quand il y a des candidoses, quand il y a des mammites, enfin différentes conditions, etc. Il y a surtout quelque chose qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un accompagnement de ces femmes et donc de leur bébé qui soit très rapproché, très suivi, et que cet accompagnement doit être fait aussi avec, donc bien sûr, tous les personnels médicaux, de toutes les catégories de personnels médicaux, mais en relation avec les associations de patients. Et ça, on a bien insisté sur le fait que les associations de patients maintenant seront tout à fait partie prenante et capables d'écouter, de rester neutres, bien évidemment, mais d'écouter et de donner de répondre aux conseils. Et surtout, à la fin du chapitre, et ça j'incite beaucoup parce que nous, représentantes associatives, on en est très fiers, il y a une annexe avec 21 questions que les femmes enceintes, qui attendent un bébé, se posent au niveau de leur propre traitement, du traitement de leur enfant, et ensuite de l'allaitement et des conditions d'allaitement. Et ces 21 questions-réponses devraient être largement distribuées et venir en support justement au centre de pédiatrie et maternité que vous représentez tous et toutes. Pardon. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Et puis, je pourrais répondre à des questions s'il le faut tout à l'heure, sans déflorer quand même le chapitre lui-même, les traitements, etc. En tout cas, merci infiniment, Hélène, pour cet éclairage. On attend tellement avec impatience que ces recommandations paraissent, que d'en avoir déjà soulevé un peu le voile sur certains points, c'est déjà très précieux, et ça répond à une question qu'il y avait dans le chat en partie. Donc, pour ça, merci. Thaïs, tu es revenue. Je suis revenue. Et voilà. Et est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, absolument. Est-ce que moi je peux vous voir ou pas? Et vous voyez quand même. Là, on vous voyez... voit le PowerPoint, enfin, tu sais, avec les vignettes sur le côté. Ok, très bien, super. Et ben, de toute façon, il n'y a pas mieux. Hein. C'est pas un vrai PowerPoint, mais donc moi, je vais redire beaucoup ce qui a été dit, et comme c'est pas intéressant de redire 2 fois trop la même chose, je vais plutôt partir sur des témoignages, déjà le mien propre, parce que je suis une femme vivant avec le VIH depuis plus de 30 ans,
Et au bout de la 6e grossesse, j'ai finalement mis au monde un enfant que j'ai allaité. Et ça n'a pas été un chemin si facile que ça. Donc, je vous raconterai. Mais d'abord, donc, je vous présente le comité des familles et l'émission. Et donc, il y a 3 pôles. Une pôle média, dont je vous ai vite parlé tout à l'heure, avec une émission de télé et une émission de radio, pardon, et un site internet. Un pôle prévention avec différentes actions de témoignage et de prévention. Et puis, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le pôle accompagnement, et notamment le pôle grande sœur, qui est un accompagnement des femmes séropositives enceintes ou ayant un désir d'enfant, un accompagnement par ce qu'on appelle les grandes sœurs, c'est-à-dire des femmes qui sont passées par là, qui sont concernées également par le VIH et qui ont elles-mêmes eu des enfants. Donc le contexte, il a vite été rappelé par Sarah. Donc en France, chaque année, 1500 femmes vivent et accouchent vivent avec le VIH et accouchent, et dont 500 apprennent leur sérologie VIH en cours de grossesse. La plupart d'entre elles sont originaires d'Afrique subsaharienne, et une grande proportion qui ont des parcours compliqués, qui sont souvent parfois dans une grande précarité, que ce soit financière, sociale ou affective et familiale. Et parmi celles qui auraient allaité leur enfant, il n'y a aucune donnée officielle, en tout cas, qui a été récoltée. Voilà, sur ce qui concerne les recommandations, comme l'a si bien encore dit Sarah, l'allaitement est contre-indiqué en France aujourd'hui. Il faut dire que les recommandations, même si elles ont été mises à jour en 2017, elles datent à la base de 2006, je crois, où est contre-indiqué l'allaitement, et il y a 2 lignes sur le tir-allaitement avec pasteurisation flash ou je ne sais quoi. Il y a 2 types de pasteurisation, une qui serait mieux que l'autre. Alors que depuis 2016, l'OMS recommande l'allaitement au sein exclusif pendant 6 mois. Et quand il y a quand la mère est sous antirétroviraux et avec une charge contrôlée, jusqu'à 24 mois et plus dans ce cas-là. Évidemment, si la charge virale est élevée, ça ne sera pas forcément recommandé. Et donc, au comité des familles, le choix d'alimentation des bébés est souvent influencé par différents facteurs comme les conseils des médecins, enfin, la parole médicale, les bénéfices perçus par ceux qu'elles en savent, et puis surtout aussi beaucoup il y a un côté aussi culturel dans certaines populations. Le fait de ne pas allaiter peut être très très mal vu. Si une femme n'allaite pas, c'est alors pas une bonne mère. Si elle n'allaite pas, c'est qu'elle a forcément une pathologie honteuse, et notamment le VIH. Et ça peut être donc tout ça rentre en compte. Donc il y a eu les femmes font toutes des choix pas forcément les mêmes, différents. Et donc, ce qui a motivé les choix pour celles qui n'ont pas allaité, la plupart du temps, c'est le non catégorique de l'équipe médicale et la peur de la transmission, ou même parfois elles n'ont pas de projet d'allaitement. Là, je vais vous parler de 2 femmes qui ont été accompagnées par le comité des familles et qui n'ont pas allaité. Je vais d'abord vous parler d'Andrea, qui a 31 ans, qui a 3 enfants. La date de la première grossesse était 2016. Elle a 3 fils et elle n'a allaité aucun de ses enfants parce qu'elle elle a écouté la parole du médecin qui lui dit non, VIH égale non-allaitement. Et en fait, après coup, elle s'est renseignée et par des associations, elle a eu des informations qui ne concordaient pas tout à fait avec ce qu'on lui avait dit. Et elle en retire une vraie souffrance, un vrai regret de ne pas avoir allaité. Et elle soutient mordicus que si elle a un 4e enfant, c'est sûr que quoi qu'on lui dise, elle allaitera. Elle est, peut-être vous la connaissez, elle est très active sur les réseaux sociaux. Et je peux même vous montrer, alors attendez,
je fais pour tic. Hop, là, voilà, c'est elle. Elle a témoigné aussi dans le podcast Vivre avec le VIH du comité des familles. Vous avez le lien ici, si vous voulez l'entendre. Et voilà, donc vous avez son témoignage si vous voulez aller plus loin. Et puis, il y a aussi Rachel. Alors, ce n'est pas son vrai prénom, mais elle ne voulait pas donner son prénom. Alors, Thaïs, juste, Andrea, en fait, elle est de notre région. Ah, super. Donc, Ouais, vous la ouais. connaissez alors, hein. Oui. Ah bah top. Donc, voilà. Donc, je vous raconte pas Voilà. plus l'histoire. Vous devez la Non, connaître mais par cœur. si, c'est très bien qu'on puisse la connaître, très bien. Mais voilà, donc je vais demander si elle était d'accord que j'utilise son témoignage. Au contraire, et elle s'est même donné mission d'informer à son tour. Et puis, donc, Rachel, qui a eu sa grossesse en 2021-22, elle s'est beaucoup renseignée. Elle a un haut niveau intellectuel. Elle s'est renseignée beaucoup et donc elle avait pris la décision d'allaiter. Elle avait vraiment, malgré le discours médical, elle avait décidé d'allaiter. Elle avait été orientée au comité des familles par une autre association qui s'appelle Dessine-moi un mouton. Elle était en grande difficulté au niveau de sa situation. Bon, elle n'avait pas de logement, enfin, c'était très compliqué. Et elle était en rupture familiale. Mais comme elle était voilà, dans une situation très compliquée, le stress aidant, elle a donné naissance à un très grand prématuré. Et ce qui fait qu'elle n'a pas pu allaiter, que l'allaitement et elle a beaucoup souffert du fait, ne serait-ce que de n'avoir pas eu le droit de tirer son lait, parce qu'en fait, là où elle était, sa fille a été en couveuse, il y a eu elle a été vraiment, c'était vraiment à la limite de la vie et de la mort à certains moments, c'était un peu compliqué. Et elle voyait toutes les autres femmes qui étaient dans son cas, qui avaient le droit de tirer leur lait. Et elle, le fait de ne pas avoir pu tirer son lait, ça l'a beaucoup chagrinée. Elle se sentait différente. Elle a très mal vécu, d'autant plus que son projet était d'allaiter. Et elle a été choquée aussi parce qu'en fait, son bébé a eu du lait de lactarium. Et puis, à partir d'un certain poids, on donne du lait industriel. Et le fait qu'on ne lui ait pas prévenu, ça a été un gros choc pour elle, qu'en fait, elle a découvert un peu par hasard que le lait qu'elle donnait, finalement, c'était pas du lait de lactarium, et parce que sa fille faisait plus de 800 grammes. Donc ça, c'était un deuxième choc qu'elle a très, très mal vécu. Et puis, il y en a qui ont allaité au sein. Qu'est-ce qui motive ce choix-là? Comme Sarah l'a dit, vouloir faire donner à son bébé tous les bénéfices du lait maternel, favoriser le lien mère-enfant. Par exemple, dans mon cas, moi, j'ai fait une dépression antépartum. J'étais toute seule, je me suis fait larguer à 5 mois de grossesse, pardon. Donc, j'étais vraiment pas bien et j'avais la hantise de la dépression postpartum. Je me suis dit, c'est obligé. Et j'avais lu que l'allaitement pouvait diminuer le risque de dépression postpartum. Donc, moi, j'avais vraiment, c'est quelque chose un des trucs qui m'a fait décider d'allaiter. Il y a aussi la peur de la stigmatisation. Elle ne va pas être identifiée comme ayant le VIH par un entourage qui aurait ou même juste, il y a des familles où c'est le fait d'allaiter, c'est être une bonne mère, c'est de pouvoir être la mère nourricière, nourrir son enfant, donc c'est allaiter au sein. Et puis, donc là, ça rejoint un petit peu les 3 points. Là, elle ne veut pas être identifiée, elles ont un projet de voyage au pays, c'est important pour elles pour des raisons culturelles. Et souvent, c'est qu'elles sont au courant de recommandations d'autres pays ou de l'OMS. Donc, c'est en général des femmes plutôt informées. Donc, un témoignage de femmes ayant allaité au sein, moi. Donc, j'ai 50 ans depuis quelques jours. Et l'année de ma grossesse, la dernière grossesse, c'était 2017-2018. Donc, c'était ma 6e grossesse parce que j'ai eu plein de grossesses et jusqu'à présent, on m'avait toujours dit non, mais
vous allez faire un orphelin. Avec le VIH, c'est impossible d'avoir un enfant. Et en fait, j'ai eu une précédente grossesse en 2015. Et là, je suis tombée sur un gynécologue obstétricien absolument génial qui m'a dit: «Ah, mais vous savez, maintenant, VIH ou pas, c'est tout pareil.» Et puis bon, j'ai fait une fausse couche, mais ça m'est resté dans la tête, c'est tout pareil, parce que moi, j'en étais restée à des vieux schémas de lavage de sperme, de césarienne obligatoire, enfin de trucs vraiment de. J'avais pas suivi l'évolution en fait des connaissances et de la médecine. Et donc, quand je suis retombée enceinte en 2017, bah, je me suis dit: «C'est tout normal.» Et c'est là où je me suis posé la question de l'allaitement. Si c'est tout normal, est-ce que c'est aussi normal, enfin, est-ce que c'est aussi comme tout le monde pour l'allaitement? Et donc, j'ai dû vraiment négocier avec l'équipe médicale qui n'était pas du tout pour. Donc, je suis venue avec des dossiers, des machins. euh, et j'ai finalement eu l'autorisation d'allaiter. Vous me dites dès que je suis trop longue, hein, parce que là, je vais arriver au bout, je crois. J'en ai plus pour trop, hein. Donc, j'ai eu l'autorisation d'allaiter. Donc, je l'ai fait marquer dans le dossier parce que comme on ne sait jamais sur qui on tombe le jour où on accouche, hein, à la maternité, il fallait que ça soit noté dans le dossier parce que ce n'est pas du tout les habitudes de l'hôpital où j'étais. L'hôpital où j'étais, s'il y a marqué VIH, bah, c'est pas d'allaitement et tout. Donc, il a fallu que ça soit marqué au dossier. Sauf que j'ai eu des petits soucis par après parce que j'ai eu beaucoup de pression de la part de la pédiatre qui voulait que ça soit 2 semaines et pas plus, et que du coup, mon fils, il a eu une prophylaxie au long cours. Et enfin, ça a fini par un signalement à l'aide sociale à l'enfance. Donc, bon, tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé, hein, mais alors pas forcément parce que j'allaitais, mais parce qu'en fait, j'avais tellement peur, à chaque fois, je me faisais tirer les oreilles parce que je n'allais pas raconter des cracks à la pédiatre. J'avais tellement peur de me faire retirer les oreilles que, en plus, il y a eu le confinement, enfin, c'était assez compliqué. J'ai loupé un rendez-vous pédiatre à la maternité, et donc la pédiatre a eu sûrement et peur que je m'éloigne du parcours de soins, et je pense que l'allaitement a joué. Donc, enfin, j'en ai reparlé et je suis sûre que l'allaitement a joué. J'en ai reparlé derrière, je vais demander Est-ce le que tu pourquoi peux du aller, comment. est-ce que Je vais tu peux beaucoup aller plus vers vite. Voilà, merci. Donc, il y a beaucoup aussi d'allaitement mixte. Parfois, il y en a parce qu'elles pensent réduire le risque tout en allaitant, parce qu'elles ne sont pas informées, ou alors elles allaitent en public et puis elles donnent du biberon quand elles sont en privé. Donc, en gros, elles ont toutes des difficultés. Je passe des slides hein, parce que vous avez compris. En plus, Sarah a très très bien expliqué. En conclusion, toutes expriment de la souffrance. Et là, ce qu'il faut lire, c'est ce qui est surligné en violet. Il est crucial de reconnaître la souffrance vécue par ces femmes et il faut les soutenir et les accompagner. Que ça soit dans le choix de l'allaitement ou du non-allaitement, et les recommandations françaises doivent évoluer pour inclure un accompagnement respectueux et une prise de décision partagée. Il y a eu un consensus, un consensus des associations, mais je crois que pendant que j'étais pas là, on vous en a fait un très bon résumé. Donc, je vais peut-être pas vous le refaire. Je vous passe les slides là. Hop, hop, hop. Donc voilà. Et puis merci. Désolée Non, d'abréger. si vous voulez aller plus loin, juste je vous donne des infos. J'ai témoigné lors de la journée 2022 de la chaire UNESCO santé sexuelle, où je raconte un peu toute ma vie. Donc, et vous aurez un petit peu plus de détails. Et pour Andrea, je vous ai déjà mis, hein, il y a eu une émission où elle a témoigné. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Thaïs. Il y a Hélène qui
redit dans le chat que les recommandations vont bien évoluer. Oui, on les attend, on les attend. On espère en juin 2024, on ne sait pas trop. C'est imminent, nous a-t-elle dit. C'est imminent depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus. Hein. On ne sait plus. En tout cas, merci, merci pour ce témoignage et puis voilà, d'avoir complété les propos de Sarah. On est vraiment en résonance, hein, c'est vraiment oui, les mêmes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des envies de partager quelque chose au regard de ces deux interventions? Dans le chat, il y a des questions. Alors, voilà, qui sont plus en lien final. Pardon, il y a quelqu'un qui est en train de... non. Par exemple, c'est une question qui a été reçue par mail. Est-ce que les ARV ont un effet sur le développement du cerveau du nouveau-né? Est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question? Non, apparemment. Alors, ce que je peux juste... Je peux peut-être Bon, non, tenter alors, allez, moi, je ne suis pas médecin, alors allez-y, je préfère que ce soit vous qui répondiez. Je vais répondre de manière un tout petit peu indirecte. On suit beaucoup d'enfants qui ont été traités depuis la naissance parce qu'ils vivent avec le VIH. Et au contraire, dans ces situations, les patients avec le VIH, on a une protection sur le développement du cerveau. Et puis, dans le cadre de l'allaitement, je pense qu'il y a probablement beaucoup de données qui viennent des pays du Sud. Et à ma connaissance, il n'y a pas de données qui montrent un impact. Alors, il y a des données un petit peu à discuter pendant la grossesse, mais dans le postpartum, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des données qui vont dans ce sens-là. Et quand on mesure les niveaux des antirétroviraux dans le sang maternel, on est souvent dans des pourcentages qui sont la plupart du temps en dessous de 15% des doses qu'on donnerait si on devait traiter les enfants. Donc, pour répondre avec toute la prudence par rapport aux données existantes, a priori, il n'y a pas de données qui vont dans ce sens-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une question qui revient très souvent d'ailleurs. Les mamans sont très inquiètes, elles prennent des traitements. Est-ce que ces traitements ne vont pas avoir une répercussion sur le développement, pas uniquement moteur, pas autant sur le cerveau, mais sur le développement général des enfants? Et effectivement, les réponses qui sont données, c'est que lorsque maintenant on sait que les femmes vont vouloir allaiter, on fait très très attention aux antirétroviraux qu'on donne aux mères pendant la période de gestation, bien évidemment, et puis que ce sont des antirétroviraux qui, pour le moment, n'ont pas donné de difficultés particulières qui n'ont pas été relevées. Et alors, ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'à l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, il y a des études qui vont se mettre en place justement sur des suivis de cohortes sur les femmes qui allaitent, non seulement dans les pays du Sud, ça existe déjà, mais aussi peut-être bien dans les pays du Nord. Et ce sera très intéressant pour nous, dans les pays du Nord. Sarah, tu voulais compléter? Oui. Moi, je voulais dire que en fait, on fait une saisie en tant que technicienne d'études cliniques en mettant les données sur NADIS, et que ce logiciel en fait nous permet aussi de recueillir ce genre d'informations. Il faudrait simplement que ça arrive jusque dans les dossiers des patientes et les femmes qui changent un peu et changent les recommandations, qu'elles puissent allaiter et qu'elles allaitent, nous permettrait aussi d'avoir des données de la vraie vie. Et ça pourrait être intéressant. Je vais intervenir au congrès des techs et du coup, je pense que c'est ce que je vais leur demander, si c'est possible qu'elles puissent recueillir ça au niveau de leur centre. Parce que je pense qu'il n'y a pas que dans l'arc alpin ou à Paris que ça se fait, et que ça se fait dans plein d'autres endroits, et que ce serait intéressant d'avoir le recueil de ces femmes et de leur expérience.
vous l'avez dit toutes les deux, hein, il y a beaucoup de questionnements et des avantages et des inconvénients et de la pression. Enfin, il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour venir interroger l'allaitement ou le non-allaitement. Et c'est vrai que je veux dire, ça fait partie, en tout cas, des questions qui peuvent se poser et le manque de données, ou en tout cas l'absence même parfois de données, ça n'aide pas finalement à prendre des décisions éclairées. Heureusement que certaines associations, que des patientes, que des femmes elles-mêmes, des équipes soignantes en parlent, parce que voilà, on va enfin voir arriver des recommandations qui soient plus adaptées, et ça c'est super. Thaïs, tu voulais prendre la parole? Oui, moi je voulais ajouter un truc quand même qui est assez important, en tout cas dans mon expérience, c'est que comme je n'avais pas de dialogue possible avec l'équipe médicale, je me suis retournée vers des associations d'aide à l'allaitement qui sont souvent pro-allaitement et pas toujours très… c'est limite, je suis pas sortie, je suis tombée sur des personnes qui me disaient non mais de toute façon le VIH est une intervention du gouvernement. Et j'ai vraiment failli me faire embarquer dans des trucs parce que bon, déjà j'étais en dépression et puis j'avais pas j'avais pas l'impression de pouvoir discuter. Et même quand j'ai parlé du tir-allaitement avec la pasteurisation, parce que j'étais allée regarder sur HAS ce qui se passait, on me dit non mais ça c'est des Anglais. Et donc vraiment il y a eu alors heureusement je suis pas tombée à pieds joints dedans, mais j'aurais vraiment pu glisser. Et donc voilà, donc c'est aussi un des pourquoi il me semble important que ça soit en tout cas discuté, quelle que soit la décision prise, mais que ça soit discuté avant, sans dire oui ou non tout de suite. Voilà, ça y est. C'est ce que dit dans le chat d'ailleurs Maryse Ticini, qui dit qu'il est vrai que l'importance de la décision d'allaiter et de partager avec les professionnels est importante, car les équipes sont souvent démunies face à certaines questions. Et elle ajoute que c'est très centre-dépendant et en fonction de l'infectiologue qui suit la femme vivant avec le VIH. On va peut-être passer aux interventions suivantes, parce que le temps passe. Émilie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire la revue de littérature? Tout à fait. Je ne sais pas s'il faut que Thaïs, vous enleviez le partage pour que je puisse partager ou pas. Ah oui, si. Ah oui, pardon. Voilà, merci. Est-ce que vous le voyez? Et en diaporama? Oui, et en diaporama, mais avec les vignettes, tu sais, sur le côté. D'accord, donc pas en diaporama, mais tant pis. Non. On va le faire comme ça. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de l'état de la littérature, puisque voilà, c'est un questionnement que j'ai depuis quelques temps, et que voilà, en l'absence de recommandations, j'ai cherché ce qu'il en était. Donc je vous fais un petit peu un état des lieux aujourd'hui de la littérature sur le risque de transmission lors de l'allaitement. Tout d'abord, en introduction, des chiffres généraux, pour vous dire que le risque de transmission mère-enfant du VIH, donc sans aucune intervention, et incluant à la fois la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, il va de 15 à 45%, donc en dehors d'un traitement, et qu'on a une étude périnatale française qui a pris fin, mais qui va sûrement reprendre sous une Émilie, autre forme. Oui. on voit pas défiler les Mince. slides. Voilà, ça c'est bon. Ouais, alors je vais mettre sans diaporama pour moi alors. Là, vous la voyez là? Oui. Oui. Okay. Donc notre étude périnatale française qui a compris 14 630 femmes, pour lesquelles, en tout cas officiellement, il y avait 0 allaitement, mais il y avait peut-être de l'allaitement non dit, en tout cas non recueilli, avec un risque de transmission périnatale qui était de 1,1% sur la période 2000-2005 et qui est passé à 0,2% en 2011-2017. Et pour les 5482 femmes qui avaient
un traitement antirétroviral avant le début de la grossesse et une charge virale inférieure à 50 copies par millilitre à l'accouchement, il y a eu 0 transmission. Mais ça, c'est hors allaitement, en tout cas hors allaitement déclaré. La transmission du VIH dans le lait maternel peut poser question aussi sur, on va dire, le liquide biologique en particulier, qui est le lait maternel, qui est un peu particulier. Il peut y avoir une transmission via les cellules infectées, donc par l'ADN proviral qui est contenu dans les cellules infectées, et par les virions libres, donc l'ARN directement circulant. Donc, il y a ces deux voies. Mais ce qu'on voit donc, sur ce petit schéma qui vous fait le passage, on va dire, du sang au lait maternel, c'est que justement, ce lait maternel, il n'est pas inerte et il y a une activation cellulaire importante. On sait qu'il y a de l'immunité qui se transmet aussi grâce au lait maternel, mais donc potentiellement avec des lymphocytes ou des cellules, en tout cas, qui portent le virus activé avec une risque de production virale plus importante. Donc pour commencer, je pars de cette revue systématique et de méta-analyse qui a repris 11 études allant de 2005 à 2015, donc sur la transmission vraiment postnatale. On va vraiment se focaliser maintenant sur la partie allaitement, risque de transmission lors de l'allaitement. Bien sûr avec des études très hétérogènes dans leur design, avec une transmission globale qui était de 3,54% à 6 mois et de 4,23% à 12 mois. Et si on regarde uniquement la transmission postnatale, qui était considérée comme postnatale, soit à partir de 4 ou 6 semaines de vie de l'enfant, on était à 1,08% à 6 mois et un peu moins de 3% à 12 mois. Donc déjà des chiffres faibles, mais c'est sûr, pas zéro. Et puis, on va regarder un peu plus en détail des études, soit qui ont lieu pendant cette période ou surtout depuis. Donc, cette première étude de Shapiro, qui était une étude randomisée au Botswana, qui a eu lieu entre 2006 et 2008, où les femmes enceintes étaient traitées, mais à partir du 3e trimestre de grossesse, à partir de 26 semaines de grossesse et jusqu'à 6 mois en postpartum. Il y a eu 730 femmes qui ont été incluses. Avec quand même des bons résultats virologiques à l'accouchement, puisqu'il y avait une charge virale inférieure à 400 copies pour 92 à 96% d'entre elles, des chiffres un petit peu moins bons pour une charge virale inférieure à 40 copies, donc 69 à 84%. Des femmes gardaient une charge virale indétectable selon le groupe de traitement et le moment entre l'accouchement et pendant l'allaitement. À 6 mois de vie, 8 enfants ont été infectés par le VIH sur 709. 6 in utero, donc ce n'est pas notre sujet, et 2 qui ont été considérés comme transmission pendant l'allaitement. Donc là, vous voyez le tableau qui reprend les 8 cas de transmission. Et ce qui nous intéresse, c'est les 2 derniers, le cas numéro 7 et le cas numéro 8, puisque ça, c'était donc les transmissions pendant l'allaitement, alors que les autres, c'était autour de l'accouchement. Ce qu'on voit, c'est que pour le cas numéro 7, eh bien, la charge virale n'était pas indétectable à l'accouchement. Il y avait 257 copies par millilitre dans le sang de la mère au moment de l'accouchement, et que l'adhérence au traitement était déclarée, en tout cas, pas bonne. Donc, on a des facteurs expliquant la transmission. Pour le dernier cas, on n'a pas de critères, on va dire, expliquant la transmission, parce que la charge virale était indétectable chez la mère au moment de l'accouchement et lors des visites ultérieures. Le bébé a été détecté positif à 91 jours de vie. Mais je rappelle que le traitement a quand même été débuté plutôt en fin de grossesse, donc pas d'un scénario idéal. Ensuite, on a cette grosse étude de Breastfeeding Antiretrovirals and Nutrition Study. Donc, c'est une étude en fait qui regardait plusieurs paramètres, beaucoup de paramètres, notamment justement sur l'évolution des enfants et leur croissance et un versant nutritionnel important, mais aussi une part regardée sur l'allaitement. Donc, c'est un essai qui a eu lieu au Malawi entre 2004 et 2010. Et l'inclusion se faisait dans les heures suivant la naissance chez des femmes qui n'avaient pas encore été traitées. Donc, c'était au moment de l'accouchement que le traitement commençait. Donc, il y avait soit un traitement juste autour de l'accouchement par névirapine, soit on y associait une trithérapie ensuite chez la mère pendant 28 semaines, ou
la névirapine de façon prolongée chez l'enfant pendant toute la durée de l'allaitement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, il y a eu de nombreuses charges virales qui ont été faites à la fois dans le sang de la mère et dans le lait maternel, hein, donc à 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, etc., jusqu'à 24 semaines. Et là, je vous parle on va dire, d'une sous-étude où ont été inclus donc, les 31 couples mère-enfant où il y a eu transmission du virus à 232 couples de la même étude dans lesquels il n'y a pas eu de transmission, ce qui représente 15% de l'ensemble des autres couples mère-enfant dans lesquels il n'y a pas eu de transmission du virus. Donc, à l'inclusion, hein, 70% des femmes avaient une charge virale supérieure à 10 000 copies par millilitre, donc bien sûr élevée. Et donc, si on regarde un peu donc, les résultats, vous avez donc, sur la gauche le bras où c'était la mère qui était traitée par trithérapie. Sur la droite, c'était l'enfant qui était traité par névirapine. Et vous avez sur la partie haute les cas où il y a eu transmission du virus et sur la partie basse, les cas où il n'y a pas eu de transmission du virus. Alors, ce qu'on peut voir déjà sur la partie traitement de l'enfant, c'est que, bien sûr, 100% de charge virale détectable chez la mère dans ce cas-là, puisqu'elle n'était pas traitée, mais que même en l'absence de traitement, on voit que le virus n'était pas détectable dans 100% des cas dans le lait. Hein, tout à droite, on voit, on a 17%, 67%, 50%. Donc voilà, le lait ne contient pas forcément toujours autant de virus que le sang. Et puis, donc, sur la partie gauche, hein, ce qui va nous intéresser plus parce que ça va plus se rapprocher des pratiques actuelles, donc pour les mères traitées qui allaitaient leur enfant, donc on voit une charge virale détectable, bien sûr, en cas de transmission du virus, dans presque 100% des cas dans le plasma, mais pas toujours détectable dans le lait maternel. Et bien sûr, il y avait une charge virale qui était plus importante en cas de transmission par rapport au cas où il n'y avait pas eu de transmission du virus. Ce que ça montre aussi, c'est qu'il y avait une bonne corrélation entre l'adhérence au traitement, la charge virale plasmatique chez la mère et la charge virale dans le lait et la transmission. Ainsi, quand on avait toutes les charges virales renseignées et indétectables de la 2e semaine à la 24e semaine, il n'y a eu aucune transmission du VIH. Et là, en cas de charge virale détectable dans le lait, on avait quasi toujours une charge virale plasmatique détectable aussi, sauf pour 2 mères où on avait une charge virale détectable dans le lait, mais très faible, hein, 56 à 77 copies par millilitre, alors que la charge virale plasmatique était indétectable, et ça, c'était à 6 semaines après la naissance. En tout cas, sur 116 mères avec toutes les charges virales renseignées, 5 avaient une charge virale plasmatique indétectable de S2 à S24. Elles avaient donc aussi une charge virale indétectable dans le lait et aucune des 5 n'a transmis le VIH à son enfant. Ensuite, on a un gros consortium qui s'appelle The Promoting Maternal Infant Survivors Everywhere, donc promise avec plusieurs essais qui ont été développés à partir de ce consortium. Donc là, je vous montre le premier gros, on va dire le de départ. Donc c'est un essai randomisé ouvert en Afrique de l'Est et en Afrique australe qui a eu lieu de 2011 à 2016, qui incluait toutes les femmes à partir de 14 semaines de grossesse. Et c'était une instauration de traitement à ce moment-là, donc plutôt en début de grossesse, avec plusieurs bras de traitement. Ce qui est intéressant, c'est de voir une deuxième partie à cette étude, donc une deuxième randomisation en postpartum, donc c'est Impact Promise, une deuxième partie de cette étude, où là, on va inclure donc les enfants à la première semaine de vie. Donc, était inclus, en tout cas, était proposée cette étude aux femmes qui étaient déjà dans la première étude pendant leur grossesse, mais aussi à de nouvelles femmes qui n'étaient pas encore participantes à la première étude. Et on comparait donc une trithérapie chez la mère poursuivie sur le long cours à la névirapine chez l'enfant seulement. Donc, il y a eu 2430 couples mère-enfant qui ont été inclus. 5% des femmes n'avaient pas de traitement avant l'accouchement, hein, parce que voilà, elles n'étaient pas encore dans la première étude.
La charge virale médiane à l'inclusion, donc au moment de l'accouchement, était à 322 copies par millilitre, avec 36% des femmes qui avaient une charge virale indétectable et 24% qui avaient une charge virale faible, entre 50 et 400 copies. La durée médiane d'allaitement a été de 16 mois. Et donc, pendant ce suivi, il y a eu 18 enfants qui ont été infectés par le VIH après cette randomisation, donc après la naissance, avec un risque d'infection à 6 mois d'allaitement de 0,3% et à 24 mois de 0,9%. Donc voilà, on arrive sur des chiffres qui diminuent vraiment sur une étude bien faite. Et si on regarde en détail ces cas de transmission, donc là, vous avez, donc en haut, c'est les mères qui étaient traitées. La deuxième partie en bas, c'est l'enfant qui était traité. Et on voit donc les cas de transmission avec la charge virale au milieu, juste avant, on va dire, la détection du virus chez l'enfant et la plus proche de cette détection. Donc, on voit dans tous les cas, sauf 2, avec une charge virale plus ou moins élevée, mais en tout cas, tout le temps supérieure à 400 copies par millilitre chez la mère avant transmission, en tout cas détection du virus chez l'enfant. Et donc, il y a juste deux cas où la charge virale était indétectable, mais pour le premier cas, la charge virale était quand même assez élevée en postpartum, soit entre 2 et 3 logs pour le premier cas, ou entre 4 et 5 logs, donc c'est-à-dire entre, pour vous dire, entre 100 et 1000 pour le premier, et entre 1000 et 10 000 copies par millilitre pour le deuxième cas. Donc, il te reste 4 minutes, Émilie. Ouais. Permettre. Pour poursuivre, c'est toujours sur ce même consortium, il y a eu l'étude de Promote, où c'est donc toujours des femmes de l'étude Promise qui continuent à être suivies. Donc, à partir de après 2016, on va dire, avec des données jusqu'en 2021. Donc, on arrive à 1987 mères, 2522 enfants, avec... on va aller au plus court. Parmi tous les enfants nés de mères VIH sous antirétroviraux au long cours, 36 qui ont acquis une infection VIH, donc sur les 2522 enfants, donc 33 dans la première partie, Promise, et 3 pendant l'étude Promote. Et sur ces 3 enfants infectés entre 2016 et 2021, les 3 mères avaient une charge virale élevée durant l'étude. Donc, je vous laisse voir, à plus de 10 000 copies à chaque fois. Une autre étude qui, elle, était toujours en Afrique du Sud, Ouganda, en 2018, qui proposait un traitement tardif au 3e trimestre de grossesse chez 268 femmes. Et à 72 semaines postpartum, la charge virale était inférieure à 50 copies chez 93 et 91% des femmes. Il y a eu 4 transmissions mère-enfant, 3 dans le groupe dolutegravir et 1 dans le groupe efavirenz. Alors, malgré un bon contrôle virologique de la mère, là, je vous ai montré juste pour un cas où on n'a pas d'explication, mais on a quand même des données manquantes, parce que donc l'enfant se positive là dans le petit tableau à la fin, à la 72e semaine, malgré des charges virales indétectables de la mère pendant l'allaitement, mais il nous manque des données autour de la naissance et au tout début de l'allaitement, et des données manquantes aussi de l'enfant entre S24 et S48. Une dernière toute fraîche, toujours du consortium Promise, mais qui est sortie là en mars 2024, sur une étude en Zambie et Burkina Faso de 2019 à 2021, donc encore plus proche en termes de temps, avec 1500 couples mères positifs, enfants négatifs. Les couples étaient inclus à 6-8 semaines de vie. Et donc, en cas de charge virale positive supérieure à 1000 copies chez la mère, il y avait un traitement de l'enfant par la miluline. Pour vous dire que les mères étaient pratiquement toutes sous traitement. Il y avait quand même 11% qui avaient une charge virale supérieure à 1000 copies au moment de l'inclusion. Il y a eu 1 cas de transmission dans le groupe intervention et 6 dans le groupe contrôle, sans différence significative. Mais donc, ce qui fait un risque de transmission de 0,19 à 1,16% personnes années dans cette étude. Et il faut savoir que les 7 mères avaient transmission avec une charge virale supérieure à 1000 copies à au moins une visite. Donc, il y avait bien des problèmes de charge virale détectables et assez élevés pour à chaque cas de transmission.
Je vais vous passer celui-là. Je vous passe celui-là aussi. Juste quelques mots pour les pays à haut revenu. On a beaucoup moins de choses, forcément. Nous avons une petite cohorte monocentrique en Italie de 13 femmes allaitantes, 0 transmission. Une autre en Allemagne, 30 enfants, 0 transmission. Et plusieurs données, on va dire, d'Amérique du Nord ont été agrégées pour avoir des données un peu plus conséquentes, donc, qui sont sorties assez récemment dans la littérature. Donc, de façon rétrospective, il a été colligé 72 couples mère-enfant, donc aux États-Unis et au Canada. La majorité était originaire d'Afrique. 92% avaient été diagnostiqués avant leur grossesse, donc plutôt quelque chose de favorable. 86% étaient déjà sous traitement avant la grossesse et 90% avaient une charge virale indétectable au moment de l'accouchement. Sur les raisons de l'allaitement, il s'agissait surtout de bénéfices santé pour l'enfant, pour des raisons familiales ou communautaires, par la peur de dévoiler la séropositivité ou pour favoriser le lien mère-enfant. La durée médiane d'allaitement était de 24 semaines. Un tiers des femmes rapportent des difficultés, plus sur des difficultés de lait qui se tarit ou qui n'est pas en quantité suffisante. Le traitement du bébé était très variable suivant les situations, de pas de traitement à un traitement prolongé pendant toute la durée de l'allaitement, avec un suivi très variable aussi, des charges virales maternelles tous les 1 à 2 mois plutôt, et au bébé AS2 puis tous les 1 à 2 mois. Et 94% des enfants avaient donc un ADN négatif, donc pas d'infection connue plus de 6 semaines après le sevrage, sachant que les 4 restants, parce que comme ça fait, il reste les 4, ces 4 qui manquent pour arriver à 100%, ils sont perdus de vue. Donc on ne sait pas s'ils sont négatifs ou pas, on ne peut pas l'affirmer, mais en tout cas, il n'y a pas eu de cas positif confirmé. Donc, en synthèse de la littérature, on a surtout des études en Afrique subsaharienne avec des stratégies de traitement non optimales parce qu'à l'époque où ont été faites les différentes études, c'était les recommandations OMS à ce moment-là de traitement et de diminution de la transmission mère-enfant qui ne correspondent pas, bien sûr, avec le traitement actuellement recommandé universel. Ce qu'on voit quand même, c'est que l'évolution de la transmission pendant l'allaitement, elle diminue bien au fil des études pour arriver à 0,19% et sans doute encore moins. Qu'en cas de transmission, on a toujours une charge virale qui est non contrôlée à un moment ou un autre chez la mère, que ce soit en péripartum ou pendant l'allaitement. Et puis, ce qui a déjà été souligné, c'est que nous avons trop peu de données dans les pays à haut revenu et qu'il faut développer des cohortes, que ce soit nationale, mais surtout sans doute européenne, pour avoir plus de données colligées pour permettre d'alléger et d'assouplir encore la possibilité de l'allaitement. Juste un mot, parce que ça a été évoqué dans les questions, le chat, le passage des antirétroviraux dans le lait. Alors, c'est vrai qu'il y a une corrélation entre la concentration dans le sang et dans le lait maternel, qu'elle est variable selon le type de molécule. Vous avez un petit graphique qui montre que les inhibiteurs de protéase passent moins dans le lait maternel. Et comme disait Pierre-Alex, maximum 10% de la posologie adaptée au poids de l'enfant se retrouve dans le lait en cas de traitement de la mère. Voilà peu de données sur l'impact des antirétroviraux sur l'enfant allaité. Pas ou peu de données de pharmacovigilance, en tout cas sur Promise, mais donc dans un contexte africain, le poids et la taille étaient inférieurs à la moyenne de référence OMS. Pas de différence selon le groupe, que ce soit le traitement de la mère ou que ce soit l'enfant qui soit traité par névirapine, avec un risque de retard de croissance plus important, mais encore une fois dans des contextes différents de ceux qu'on peut avoir dans les pays développés, en tout cas aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. C'est un exercice qui n'est pas simple, tellement il y a de choses à dire et le temps est restreint. Du coup, sans transition, je vais passer la parole à Pierre-Alex pour ce qui se passe en Suisse. Et puis, on aura quand même un peu de temps d'échange ensuite. Merci beaucoup, Pierre-Alex. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Ok, parfait. Donc, point de situation. Ensuite, on fait un peu office d'exception
à travers le monde, puis je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi. On a une autorisation d'allaitement depuis la fin de l'année 2018. Moi, on a été beaucoup poussé par nos infectiologues adultes de débuter avant, donc on suit des allaitements depuis 2018, pas de conflit d'intérêt. Voilà le plan de la présentation. Donc, les recommandations, il y a deux éléments. Donc, il y a l'allaitement, effectivement, qui n'est pas qui est pas une autorisation, mais une décision concertée d'allaitement qu'on fait avec les mamans pour lesquelles on juge que le risque est faible. Et avant cela, à partir de 2016, on a déjà arrêté la prophylaxie médicamenteuse néonatale sans aucun problématique particulier jusqu'à maintenant. Et puis, il y a eu beaucoup de dissensions, en fait, dans le groupe de travail dont je faisais pas partie, par rapport aux décisions pour l'autorisation et l'accompagnement de l'allaitement. Donc, c'est pour ça il y a d'abord une décision par rapport à la prophylaxie néonatale en 2016 et puis ensuite, fin 2018, début 2019 pour l'allaitement de la maman. Donc, actuellement, dans les situations qu'on nomme de scénario optimal, on verra la définition, on part du principe qu'on a une décision concertée pour l'allaitement.